Dans cette vidéo, vous allez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour bien débuter avec le langage SQL. On voit ensemble étape par étape comment utiliser SQL à travers des exercices simples qui vont vous permettre d'écrire vos premières requêtes et de mener vos analyses. Pour ça, on va utiliser uniquement des outils gratuits et à la fin, vous aurez les clés pour pouvoir analyser vos données au quotidien. Pour ça, on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que le langage SQL exactement. C'est un langage qui vous permet d'interagir avec des bases de données. Vous pouvez simplement les voir comme des conteneurs qui vont stocker vos données. Et il existe deux grands types. Les bases de données dites relationnelles, ou SGBDR, et les bases de données NoSQL. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les bases de données relationnelles. C'est-à-dire que les données vont être stockées sous forme de tables composées de colonnes et de lignes, et qui vont être reliées entre elles par des relations. Et c'est grâce au langage SQL que vous allez pouvoir interagir avec ces bases de données pour récupérer, mettre à jour, insérer ou encore supprimer des données. Et sur le marché, il existe différentes solutions. Parmi les plus connus, vous allez retrouver MySQL, PostgreSQL ou encore SQL Server qu'on va utiliser aujourd'hui ensemble et sur lequel je travaille depuis près de 10 ans. Donc si vous apprenez le langage SQL, vous apprenez en réalité à vous servir d'une multitude de solutions et d'outils. Pour mettre en place et utiliser SQL Server, on va avoir besoin de deux choses. SQL Server, qui est le système de gestion de bases de données, et SQL Server Management Studio, SSMS, qui contient une interface graphique qui va nous permettre de gérer, configurer et administrer notre base de données SQL Server. Et en l'occurrence, c'est là où on va rédiger nos requêtes SQL. Il suffit d'aller sur Google, le premier lien, et ici, on va venir choisir la version Express qui est gratuite. À noter que je vais installer tout l'environnement pour Windows, mais il est aussi possible de l'installer avec Linux ou Docker. On la télécharge. On va choisir une installation de base et l'installer. Et voilà, après quelques minutes, l'installation est terminée. Et là, on voit ici qu'on peut installer SSMS. C'est le second logiciel dont on va avoir besoin. Et si on descend un peu dans la doc, ici on a téléchargé et il ne reste plus qu'à l'installer. Donc là, on a tout installé. Et à présent, on va aller ouvrir SQL Server Management Studio. Vous allez arriver sur cette page qui va vous proposer de vous connecter à un type de serveur. Ici, on va garder Database Engine, un serveur name qui a été créé automatiquement lors de l'installation de SQL Server. Et on voit en dessous qu'on a un mode d'authentification. Il en existe plusieurs, soit Windows, donc dans ce cas-là, vous allez vous connecter via votre session Windows, soit SQL Server Authentication, dans ce cas-là, vous allez avoir un ID et un mot de passe que vous allez pouvoir utiliser pour vous connecter, ou alors via Microsoft Entra, qui est le gestionnaire d'identité de Microsoft. Dans notre cas, on va garder Windows ici. Faites attention à ce que ces deux paramètres-là, encryption, mandatory et trust server, soient bien activés, et on peut cliquer sur Connect. Ici, on voit dans Object Explorer qu'on a la connexion à notre instance, et en dessous, on a un certain nombre de dossiers, et notamment les bases de données. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de données sur SQL Server, donc on va venir en ajouter. Vous retrouverez toutes les données, les exercices qu'on va faire ensemble sur GitHub, et ce que je vous conseille, c'est tout simplement de les télécharger, de les stocker au niveau de votre disque dur à la racine, par exemple dans un dossier qui s'appelle SQL Tuto, comme je l'ai fait moi. Et c'est à partir de là qu'on va commencer. La première chose qu'on voit dans le dossier, c'est un fichier monentreprise.back. Et un .back, c'est tout simplement une base de données qui a été sauvegardée. Donc on va venir la restaurer. Et en l'occurrence, il s'agit ici de données de vente d'une entreprise fictive. Donc pour ça, on va retourner sur SSMS, faire un clic droit sur les bases de données, Restore. On va sélectionner Device pour pointer vers notre fichier .back. Et il ne reste plus qu'à faire OK. On voit que la restauration s'est faite avec succès. Et donc à présent, on a ici une base de données Mon Entreprise qui a été créée. Si on déroule, on voit qu'il existe un certain nombre d'objets rattachés, dont des tables qui vont contenir nos données. Et dedans, pour l'instant, on a 3 tables, catalogue produit, client et point de vente. Il nous manque nos ventes qui se trouvent, elles, dans un fichier CSV et on va venir le charger directement dans la base de données. Pour ça, sur la base de données Mon Entreprise, on va faire un clic droit, Task, tâche, Import Flat File. Ici, on va venir pointer vers le fichier CSV, le fichier de vente,
et cliquer sur Ouvrir. On peut voir les données avant de les importer. Et si on retrouve la structure de notre fichier avec, pour chaque colonne, le type de données qui lui est lié. En l'occurrence, vous avez le choix entre des formats date, numérique, comme c'est le cas ici avec smallint, ou tinyint, et une varchar qui correspond au format texte. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout de charger nos données. Et voilà. À présent, pour voir les données qui ont été ajoutées et la table qui a dû être créée, on va faire un clic droit sur Mon entreprise ou table et faire un refresh, une actualisation. Et voilà, on voit à présent ici qu'on a notre table des ventes. Donc si à un moment vous voyez que certains objets viennent à manquer, notamment si vous créez des tables ou d'autres objets, pensez toujours à faire une actualisation dans SSMS. Et c'est parti, il est à présent temps de rédiger notre première requête sur SQL. Pour ça, l'interface peut nous aider un petit peu et on va s'en servir. On va faire un clic droit sur la table des ventes et sélectionner les 1000 premières lignes. Et voilà, on a une requête qui a été automatiquement générée et qui nous montre les 1000 premières lignes de notre table des ventes. Ici, on va avoir toutes nos requêtes avec ici le code SQL lorsqu'on a demandé à l'interface de nous sélectionner les 1000 premières lignes de notre table des ventes et en dessous les résultats. On peut également remarquer qu'en bas, on a un état de la requête qui nous indique qu'elle a été correctement exécutée, le nom de l'instance, le nom de l'utilisateur qui est connecté à l'instance, la base de données sur laquelle on est actuellement positionné. Ici, on a pris moins d'une seconde et on a eu 1000 lignes qui ont été retournées par la requête. À présent, on va retourner sur notre disque C au niveau du dossier que vous avez téléchargé. Et ici, vous voyez que vous avez un fichier SQL qui s'appelle exercice SQL. On va venir le glisser tout simplement dans SSMS. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour dérouler les différents exercices qu'on va avoir. Si on retourne un instant sur la requête qu'on a fait juste avant, ici, on voit un select qui permet d'indiquer quelle colonne on souhaite récupérer. Donc, en l'occurrence, ici, toutes ces colonnes-là. Et depuis quelle source, ici, on pointe vers le nom de notre table des ventes, de notre base de données, mon entreprise. Et le top 1000 en haut, ça correspond aux 1000 premières lignes. Donc, on a tout simplement limité le nombre de résultats retournés. Si on retire le top 1000 et qu'on réexécute la requête, on peut soit cliquer sur exécuter, soit F5. Et à présent, on voit qu'on a toutes les données qui ont été chargées et qu'on a 2120 lignes, en l'occurrence, dans notre table. Ici, on a sélectionné toutes nos colonnes. On aurait pu souhaiter en sélectionner uniquement une partie. Et si je réexécute, je vois ici que j'ai toutes mes données qui sont retournées, mais j'ai 2 colonnes qui ne sont plus présentes. Une alternative que vous allez retrouver souvent pour pouvoir sélectionner toutes les données d'une table, ça va être de remplacer toutes les colonnes qui vont être écrites explicitement par une étoile. On appelle aussi ça un select all, un select étoile. Et donc là, si on exécute, ce sont toutes les colonnes de notre table qui vont être retournées. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va venir copier ce petit morceau et le coller juste ici. Donc notre première requête, c'est donc de sélectionner toutes les données présentes dans la table des ventes. C'est ce qu'on vient de faire. À présent, si on veut sélectionner uniquement la colonne Vente ID de la table des ventes, on va recopier à nouveau, on va supprimer l'étoile, et donc soit vous pouvez la taper, et automatiquement, on va vous la proposer. Donc là, si je veux exécuter uniquement cette partie du code et pas le code qui est au-dessus, j'ai tout simplement besoin de sélectionner ce que je veux et de cliquer sur exécuter. Et donc on voit ici qu'on a une colonne Vente ID qui est retournée de la table des ventes. On aurait pu aussi tout simplement venir ici déplier notre table des ventes, aller voir nos colonnes et faire glisser notre colonne Vente ID. Ça revient exactement à la même chose. À présent, comme on l'a vu, si on veut sélectionner plusieurs colonnes de la table des ventes, il suffit de mettre les différentes colonnes qu'on souhaite, les uns à la suite des autres, et pour ça, on va les séparer par des virgules. Donc on va faire un select de la colonne Vente ID, on va mettre une virgule, et on va rajouter client ID. Je sélectionne, et je fais F5 pour exécuter. À présent, si je souhaite limiter le nombre de résultats retournés par la requête précédente à 3, donc je vais copier à nouveau ma requête, et ici rajouter, comme on l'a vu tout à l'heure, un top. On ouvre les parenthèses. Si on avait voulu faire un top 300, c'est exactement la même idée. Et ici, vous voyez qu'on a 300 lignes qui ont été sélectionnées. À présent, si on veut sélectionner toutes les ventes relatives au client 1,
On retire le top 3 et on va rajouter ici le montant des ventes qu'on va séparer par une virgule. Si j'exécute ça, pour l'instant, j'ai toutes les données de vente avec uniquement 3 colonnes qui sont retournées. Et nous, ce qu'on va faire, c'est venir filtrer les résultats de cette requête. Et pour ça, on va utiliser une commande SQL spécifique qui s'appelle where. Ici, on va indiquer notre client ID. Et la condition, c'est que ça soit égal à client. Et comme client 1, c'est du texte, on va venir le mettre entre guillemets simple. À présent, si j'exécute, ici, les résultats de ma requête sont filtrés pour ne garder que les données relatives au client 1. À présent, si on voulait, plutôt que d'inclure uniquement les ventes relatives au client, les exclure, il suffirait ici de changer le signe égal par un symbole différent. Et donc là, mon client 1 a disparu des résultats de ma requête. On aurait pu également souhaiter sélectionner les ventes du produit 1 relatives au client 1, donc d'avoir une double condition. Et pour ça, on peut tout simplement mettre où le client ID est égal au client 1 et, en anglais AND, le produit ID est égal à prod 1. Et donc pour voir que les données ont bien été filtrées, on va rajouter produit ID dans nos colonnes. Et voilà. À présent, si on veut sélectionner toutes les ventes relatives au client 1 ou au client 2, on va pouvoir ici garder notre where. À la place de end, on va mettre or pour ou. Et on remplace client 1 par client 2. Et donc là, vous n'avez plus que le client 1 et le client 2. Si vous avez beaucoup de valeurs sur lesquelles vous voulez filtrer sur une colonne, plutôt que de mettre plusieurs or à la suite, vous pouvez également utiliser in. Et donc là, la logique est similaire. On va venir remplacer le égal par un in, ouvrir une parenthèse et séparer toutes les valeurs que l'on souhaite par une virgule. Et à la fin, on n'oublie pas de fermer. Donc là, j'ai bien les valeurs liées au client 1, 2 ou 3. Et donc, même logique que tout à l'heure, si je voulais plutôt exclure de mes résultats les clients 1, 2 et 3, il me suffirait de rajouter un not, donc pas dans cette liste-là. Et donc, j'ai tous les autres clients qui me sont retournés. Un autre cas classique dont on a besoin, c'est de pouvoir filtrer les données qui commencent, qui finissent ou qui contiennent des caractères spécifiques. Et pour ça, donc, on va venir au début sélectionner toutes les ventes ID qui commencent par 10. Donc on va mettre where vente ID et qui commence par 10, on va mettre like, cet opérateur-là qui va nous permettre de faire ça, 10. Et pour spécifier qu'elle commence par 10, on va mettre 10 et à la fin un pourcentage. Ce qui va nous indiquer qu'on veut aller itérer sur toutes les valeurs pour vérifier qu'elles commencent par 10, peu importe ce qui se trouve à la suite. Et donc là, vous voyez que les ventes ID commencent toutes par 10. Même logique, si on veut celles qui finissent par 10, cette fois-ci, on va mettre le pourcentage avant pour indiquer que peu importe ce qu'il y a avant au niveau de nos ventes ID, ce qui importe, c'est qu'elles finissent par le chiffre 10. Et voilà. Et le dernier cas, c'est toutes les ventes ID qui contiennent 10. Et pour ça, on va mettre un pourcentage devant et un pourcentage derrière. Maintenant, quand on voit nos résultats, on voit qu'ils ne sont pas triés et ça, c'est super utile, notamment lorsque vous voulez restituer des résultats qui soient ordonnés. Par exemple, si vous souhaitez voir les ventes les plus élevées pour un client donné, et c'est ce qu'on va faire. On va à nouveau copier notre requête, on va supprimer notre where, et l'objectif, ça va être de sélectionner toutes les ventes du produit 1, sans oublier le tiret entre prod et 1, rajouter un end pour filtrer sur notre client ID client 1. Si on exécute cette requête,
On voit ici que les ventes euros ne sont pas triées. Pour ça, on va utiliser Order By, vente euros, et pour indiquer qu'on souhaite que les ventes soient triées de manière décroissante, on va mettre DESC. Et voilà. Si on voulait dans l'autre sens afficher d'abord les ventes les plus faibles, on pourrait utiliser ASC. C'est exactement le même raisonnement. Une autre requête qui est super utile, c'est lorsqu'on souhaite récupérer une liste de valeurs uniques dans une colonne. Ici, par exemple, la liste des clients uniques. Pour ça, on va garder uniquement dans notre select le client ID. On retire l'order by et le where. Si je l'exécute, j'ai toutes les lignes qui me sont retournées et donc avec des doublons. Et si je veux retirer ces doublons, il suffit que je rajoute ici un distinct qui va permettre de garder uniquement la liste des valeurs uniques de mes clients. Bon, on a vu les commandes de base, maintenant on va voir comment faire des agrégations à l'aide du langage SQL, c'est des choses qu'on utilise au quotidien. Et pour ça, on va utiliser différentes fonctions. Donc première chose, on va venir compter le nombre d'enregistrements de la table des ventes. On va faire un select from notre table des ventes. Et pour compter le nombre d'enregistrements, le nombre de lignes de notre table, on va utiliser la fonction count. Et entre parenthèses, on va mettre une étoile. Et on voit qu'on a 2120 lignes. Si on fait un select all sur la table, on voit en bas qu'on a bien 2120 lignes. À présent, si on souhaite calculer le total des ventes pour chaque client dans une nouvelle colonne qui s'appellera Total CA. Donc la première chose, c'est qu'on va venir sélectionner nos clients ID depuis notre table des ventes. Et ici, donc, on va vouloir grouper par client pour avoir le total des ventes. Et pour ça, on peut utiliser Group By. Donc on va mettre Group By et le nom de la colonne que l'on souhaite utiliser pour l'agrégation. Ici, client ID. Si j'exécute, pour l'instant, j'ai uniquement donc ma colonne client ID qui est regroupée. On voit qu'on a donc chacune des valeurs qui est retournée de manière unique. Et il ne nous reste plus qu'à faire donc la somme des ventes. Et pour ça, donc, on va venir ici utiliser la fonction sum. Et à l'intérieur des parenthèses, on va mettre notre colonne 20 euros qui contient nos ventes. Et voilà, si on exécute, on a bien ici donc le total des ventes qui est fait par client. Par contre, on voit que par défaut, il n'y a pas de nom de colonne, tout simplement parce qu'on a une opération qui est faite dessus. Et donc, si on veut préciser le nom de la colonne qu'on souhaite avoir dans notre tour, on va utiliser ce qu'on appelle des alias. Et pour déclarer un alias, on utilise le mot as total CA. Et donc là, si j'exécute, on a bien notre colonne qui a été renommée total CA. Une dernière chose, pour avoir une vue plus exploitable des résultats, on pourrait souhaiter les trier. Donc, comme tout à l'heure, on va utiliser Order By et on va utiliser Total CA pour trier les enregistrements par montant des ventes descendants. Et voilà, on voit que le client 1 est celui qui a généré le plus de chiffre d'affaires. Même logique, si on veut calculer le total des ventes pour chaque client et produit, ici, on va rajouter donc notre produit ID, on rajoute une virgule, et dans notre groupe by, on va préciser qu'on veut une agrégation par client et par produit. Et donc pour chacun des clients, on va avoir une agrégation du montant total des ventes par produit. Sur la même logique que ce qu'on a vu juste avant, on pourrait plutôt que d'avoir la somme totale des ventes, avoir le montant moyen des ventes, qui pourrait être l'équivalent d'un panier moyen. Donc pour ça, plutôt qu'utiliser une somme, on va utiliser average, AVG, qui va nous donner la moyenne. À présent, si on souhaite calculer le nombre des ventes pour chaque client, c'est exactement la même logique, sauf qu'à la place de average, on va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, count, qui va nous permettre de compter le nombre de ventes, le nombre d'enregistrements pour chaque client. Deux autres agrégations super utiles lorsqu'on veut analyser les bornes d'une valeur. Donc si on veut sélectionner la vente la plus élevée pour chaque client, cette fois-ci on va utiliser max. Et pour la vente la plus faible, min.
Enfin, un dernier exercice au niveau des agrégations. Si on souhaite calculer le total des ventes par client pour les clients qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Donc pour ça, on va repartir de notre requête précédente. On va changer ici min par sum. Et si on l'exécute, pour l'instant, on a le total des ventes par client qui est affiché. Et nous, on veut filtrer ce résultat, donc le résultat du groupe buy, pour avoir uniquement les clients qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Et pour filtrer le résultat du groupe buy, on va utiliser having. Et donc having, ici, la somme de mes ventes, strictement supérieure à 1 million. Et voilà. Bon, à présent, on va parler des jointures. Pour cette partie-là, on va utiliser une autre base de données. Donc, si vous retournez dans le dossier, ici, vous avez un script SQL, création, base de données, jointure. On va venir, pareil, le faire glisser dans SSMS et on va venir l'exécuter. Concrètement, ce qui a permis de faire ce script, c'est de créer une nouvelle base de données qui s'appelle jointure, de se positionner dessus pour pouvoir exécuter notre script. Je vais revenir dessus dans un instant. Et donc, j'ai créé une table dans laquelle j'ai inséré des valeurs, créé une autre où j'ai inséré des valeurs et j'ai refait la même chose 4 fois avec 4 tables différentes. Et à la fin, ici, ce que vous avez en visuel, ce sont tout simplement des sélections des données pour pouvoir s'assurer que tout s'est bien exécuté. Et si vous voulez avoir une trace de l'exécution des requêtes, dans Messages, ici, vous voyez étape par étape le résultat de ce qui a été exécuté. Donc, on va pouvoir fermer ici cette requête. Et donc, on va venir actualiser nos bases de données. Et à présent, on a bien une base de données jointure qui a été créée. Et dedans, on a 4 tables A, B, C et D. Donc, si je reviens ici, si j'essaie d'afficher les données de la table A, on voit qu'on a un objet qui est invalide et c'est normal. Pour l'instant, notre requête utilise la base de données mon entreprise pour s'exécuter. On le voit aussi ici. Et nous, il faut qu'on soit positionné sur la base de données jointure pour pouvoir trouver notre table A. Donc pour changer, on va pouvoir soit le faire via l'interface, et ici, on va venir sélectionner jointure, et tout fonctionne. Ou alors, on aurait pu le faire directement en SQL. Donc si je me repositionne sur ma table, mon entreprise, on pourrait sélectionner donc notre base de données jointure à l'aide de use, donc utiliser la base de données jointure. Si je l'exécute, automatiquement, je suis rebasculé sur la base de données jointure. Pareil, on le voit en bas. Et donc, si j'exécute ma requête, tout fonctionne correctement. Ceci dit, il existe différents types de jointures. L'objectif des jointures, c'est tout simplement d'associer plusieurs tables dans une même requête. Et pour ça, il existe plusieurs types de jointures. Donc, dans ma table A, j'ai une seule colonne qui s'appelle table A ID. Et ici, on voit qu'on a des ID. Dans ma table B, j'ai la même structure avec une colonne qui s'appelle table B ID. Si on veut croiser ces deux tables ensemble, on va devoir utiliser une jointure. Et pour ça, on va se remettre sur notre première requête. Et pour ça, on va aller récupérer les résultats de notre table A et en face mettre ceux de notre table B, en les croisant sur notre champ table A ID et table B ID. Donc ici, je vais rajouter left join, le nom de la table sur laquelle je veux faire ma jointure, ici table B. Et là, je dois préciser les conditions de ma jointure, sur quel champ je veux que mes tables soient associées. Si vous êtes habitué de Excel, c'est la même logique qu'une recherche V. Donc pour ça, on va mettre donc fais-nous une jointure depuis la table A avec la table B sur la colonne table A ID de la table A avec la table B sur la colonne table B ID. Si je rajoute le champ de la table B, et donc ici, je vois que j'ai la table à gauche qui est la table A et la table à droite qui est la table B.
Donc je retrouve toutes les valeurs de ma table A et en face, je vais mettre les correspondances qui sont trouvées dans la table B. Et en l'occurrence, on voit qu'on en a 3, l'ID 1, l'ID 2 et l'ID 3. Pour les 3 autres valeurs, 50, 70, il n'y a pas de correspondance dans la table B. Maintenant, si on veut faire un right join, la logique est la même, sauf que cette fois-ci, pour faire notre association, on va se baser sur la table à droite, la table jointe, et on va mettre en face les résultats de la table de gauche, donc la table initiale. Et une fois de plus, on voit qu'on a les valeurs 1, 2, 3 qui ont des correspondances, mais côté table B, les valeurs 40 et 60 ne matchent pas avec la table A. Au quotidien, on voit majoritairement des left joins, c'est assez rare de voir des right joins qui soient utilisés. Donc retenez plutôt le left join, mais sachez que le right join existe si besoin. À présent, inner join. En l'exécutant, vous l'avez compris, ça récupère uniquement les valeurs pour lesquelles il y a une correspondance entre la table A et la table B. Un full outer join, c'est tout simplement une combinaison d'un left et d'un right, et donc il va ramener toutes les valeurs des deux tables, qu'elles matchent ou qu'elles ne matchent pas. Et enfin, la dernière, cross join, où pour le coup, il n'y a pas besoin de rajouter une condition derrière, parce qu'elle va tout simplement retourner toutes les combinaisons possibles entre les deux tables. Toutes les valeurs de la table A sont jointes à toutes les valeurs de la table B. Du coup, à présent, on va se repositionner sur la table Mon entreprise pour voir un exemple concret, parce que là, c'était des données fictives, et avoir ça avec des données fonctionnelles qui ont vraiment un sens. Donc pareil, on va se positionner sur la base de données Mon entreprise, avec un use. Et l'objectif, ça va être de récupérer les noms des clients dans la table client avec le montant des ventes liées. Et donc, on va aller dans notre base de données Mon entreprise, et ici, on voit une table client et une table des ventes. Ce sont elles qu'on va utiliser. Donc pour ça, on va faire un select from notre table client sur lequel on va faire un left join, donc pour avoir les clients et en face le montant des ventes liées. On spécifie notre table des ventes. Si on regarde nos ventes, ici on a un client ID. Et dans la table client, on retrouve notre client ID. Donc ça va être le champ qui va permettre de faire notre jointure. Donc on va indiquer donc notre left join sur quel champ? Sur client ID de notre table client avec le client ID de notre table des ventes. Il ne reste plus qu'à spécifier les champs qui nous intéressent. Donc on va prendre client ID. Et ici, on voit qu'on a un nom de colonne qui est ambigu. C'est simple, c'est parce qu'on peut l'avoir tant dans la table client que dans la table des ventes. C'est pour ça qu'on va devoir indiquer devant l'origine de cette colonne. Donc on va mettre DBO client devant. Et ensuite, on va mettre celle de la table des ventes. Ensuite, on va avoir besoin du nom du client, qui n'existe que dans la table client, donc c'est pour ça que le nom n'est pas ambigu. On pourrait très bien rajouter pour préciser l'origine de la table. Et depuis notre table des ventes, on va ajouter les ventes euros. À présent, si on exécute cette requête, on voit bien ici que notre client ID qui vient de notre table client et celui qui vient de notre table des ventes sont les mêmes. Et donc on se base sur la table de gauche, ici la table client, pour rechercher toutes les correspondances dans la table des ventes. Et c'est comme ça qu'on va récupérer le client, le nom du client et le montant des ventes euros. Dernière chose que je voulais vous montrer, et pour ça on va retourner sur la table jointure. Donc on va utiliser use sur notre table jointure. On voit ici qu'on est bien positionné. Et notre objectif, ça va être de venir concaténer les enregistrements des tables à l'aide de la commande union. Donc pour ça, on va venir faire un select de notre ID ici et du prénom de la table C.
ce qui donne ça. Donc on voit qu'on a 4 ID et 4 prénoms. Du côté de la table D, on a la même structure. Donc si on exécute, on voit qu'on a 4, 5, 6, Esther, Jonathan, Lucie. 3 enregistrements. Et on va rajouter entre les deux union pour les concaténer. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec nos différents prénoms qui sont issus de notre table C et de notre table D. Et il y a un point que vous avez peut-être pas remarqué, mais c'est qu'automatiquement avec union, on a tous les doublons ici qui pouvaient se trouver entre nos deux tables qui ont été retirés. Si on regarde sur notre table C, on avait une valeur 4 Esther. Et sur notre table D, pareil, une valeur 4 Esther. Et donc avec union, automatiquement, les valeurs ont été dédoublonnées. Si on avait voulu les garder, on aurait pu mettre union all pour concaténer en gardant tous les enregistrements de nos deux tables. Et cette fois-ci, on voit bien qu'on a 2 fois la valeur Esther qui apparaît. Un point important, c'est que forcément, si vous voulez concaténer vos tables avec union ou union all, vous allez avoir besoin d'avoir la même structure de table, donc les mêmes colonnes dans une table et dans l'autre. Et voilà, vous avez à présent les fondamentaux pour pouvoir utiliser le langage SQL. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller plus loin. Il reste encore plein de choses à découvrir. Sur ce, je vous dis à très vite sur Dataseito. Ciao!